on voit que c'est un peu dramatique. Pas encore en France, mais dans d'autres pays, il y a des champs entiers, des domaines entiers qui ne sont plus assurables. Ce qui s'est passé en Californie avec les incendies, il y avait des gens dont les maisons n'étaient pas couvertes. En Californie, il y a des endroits, leur maison n'est pas assurée parce que plus personne ne veut être présent pour les assurer. Et je pense qu'il y a le sujet de la responsabilité sociétale et environnementale. Comment on fait bien notre travail pour protéger demain, et il y a aussi comment on fait bien notre travail pour que on n'invalide pas l'avenir. Bonjour à tous, bienvenue sur Mindset le média. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Isabelle Hébert. Bonjour Tim. Bonjour Isabelle. Merci de m'inviter, je suis ravie de te revoir et ravie de partager ce moment avec toi. Bah écoute, moi aussi, ça fait bien 2 ans que nous ne sommes pas vus. Tu vas pouvoir nous raconter un petit peu mieux qui tu es et on va parler évidemment de mindset, de culture d'entreprise, etc. Alors la première question, puisque moi je te connais, mais ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent ne te connaissent pas forcément, est-ce que tu peux te présenter, Isabelle ? Alors, je m'appelle Isabelle Hébert, je suis franco-suisse, française, on va dire, par mon père et suisse par ma mère. D'accord. Un petit peu américaine aussi par mes enfants, puisque j'ai vécu 10 ans aux États-Unis et j'ai eu 3 enfants là-bas. Vécu aussi à Dubaï, donc on va dire dans une culture assez multiculti, comme on dit là-bas. Fait toute ma carrière dans l'assurance et je t'assure, Tim, tu le sais, c'est pas un secteur qui est triste du tout. J'espère que je vais l'illustrer. On est d'accord. Donc toute ma carrière dans tous les champs de l'assurance, et actuellement je fais partie du groupe Allianz France, où j'ai en charge la communication, le marketing, la data, l'intelligence artificielle et la stratégie. Bah, ça fait un beau terrain de jeu. Ça fait un terrain de jeu très sympa. D'accord. Depuis combien de temps ? Ça fait 1 an et 2 mois. D'accord. Donc tu vas pouvoir nous raconter les différences de culture d'entreprise entre celle d'avant et celle encore avant, parce que c'est pas pareil. Hein. Voilà, exactement. Et de culture tout court, puisque j'ai eu la chance de travailler dans différentes cultures nationales. Il y a la culture d'entreprise qui est parfois aussi influencée par la culture nationale. Carrément. Tu es resté combien de temps à Dubaï ? 2 ans et demi. D'accord. Dans un contexte un peu particulier parce que ma famille était en France et donc je faisais un peu les allers-retours, ce qui n'est jamais très très confortable et très très facile à vivre. Et le pays dans lequel tu es resté le plus longtemps ? Alors on va dire la France maintenant, même si c'est en 2 morceaux, mais à l'étranger, les États-Unis pendant 10 ans. 10 ans quand même, et en début de carrière si je me souviens bien. Au tout début de ma carrière, j'aurais pu commencer une carrière dans la fonction publique, et puis j'ai pris une disponibilité de la fonction publique, je suis partie aux États-Unis pour 1 an ou 2, je suis restée 10 ans et je suis jamais revenue dans la fonction publique. D'accord, comme quoi les choses peuvent changer par rapport au Comme quoi on peut changer d'avis. Exactement. Ok, super. Alors, est-ce que tu peux nous dire quelle est ta définition à toi, Isabelle, du mindset ? Alors, c'est marrant parce que je crois que c'est avec toi, Tim, que quand je suis rentrée des US, j'ai réentendu ce mot qui, aux États-Unis, est, on va dire, ultra courant à utiliser. Et d'ailleurs, on te demande, quand tu vas prendre un job, c'est quoi ton mindset ? Et quand je suis arrivée en France, j'ai réalisé que c'était pas du tout, et c'était pas juste parce que c'était un mot en anglais, l'état d'esprit, ou c'était pas du tout un concept qu'utilisaient les Français. Ça, c'était il y a une petite quinzaine d'années. Et t'étais dans les tout premiers à en parler, à en reparler, à être convaincu sur le sujet. Tout à fait. Et dans mon esprit, alors je sais pas si c'est un parallélisme aussi avec les États-Unis. Aux États-Unis, on aime bien parler des what, why, when. Donc pour moi, dans la vie d'une entreprise tous les jours, on parle du quoi, on parle du comment, on parle du combien ça va coûter, comment on va le faire, pour qui on va le faire. Mais on parle rarement de pourquoi. Et pour moi, le mindset, c'est la rencontre du pourquoi et du comment. Et ça, c'est pas quelque chose dont on parle très souvent. Tout à fait, la rencontre du pourquoi et du comment. Hein, super, merci beaucoup. Et si j'enchaîne, alors c'est quoi le mindset d'Isabelle ? Alors, je pense qu'il a été finalement, sans doute, marqué au fer rouge ou influencé ou infusé, on va dire, par les 10 ans que j'ai passés aux États-Unis. Et pour moi, c'est une sorte de mélange d'optimisme et de détermination. Je dis parfois de sourire et détermination. Je me souviens du hashtag. Voilà, c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. On a vraiment envie de mener des projets, d'aller au bout des sujets, et en même temps, on le fait avec une sorte de posture, comme on dit aux US, de posture d'optimisme. D'accord, donc on ne lâche rien.
on y va, mais avec le sourire et plutôt avec bienveillance, en traitant bien son entourage, parce qu'il faut respecter les gens et que c'est en les respectant qu'on réussit aussi à... Et qu'on avance le plus vite tous ensemble. D'accord, ok, très clair. Et comment ce mindset, tu m'avais parlé de... Parce que tu avais écrit un article à l'époque pour Mindset, c'est vrai. Pour Mindhunters, il y a 5 ans maintenant, je crois, ou 4 ans, où tu avais parlé de ton expérience aux États-Unis. Je m'en souviens très bien, je ne l'ai même pas relu, mais je m'en souviens très bien, où tu disais, que les Américains disaient, mais ma pauvre Isabelle, vous allez voir ici, vous êtes une femme, vous allez apprendre plein de choses, etc. C'est très, très, très différent. Enfin, ils t'ont un peu attendu au tournant par rapport à la France, et tu as vécu, il y a eu peut-être un espèce de eureka moment, comme on dit dans le jargon, qui t'a fait changer beaucoup. Tu peux nous remémorer ce qui s'est passé à ce moment-là ? Et vraiment, si on se remet en contexte, voilà, oui, je suis dans un parcours fonction publique, thèse. Tu as fait normal, des très bonnes études. Et donc, je me dis, je mets un stand-by et je vais voir ailleurs, à savoir aux États-Unis. J'arrive dans un contexte que je connaissais pas du tout. Dans l'assurance santé, très différente de ce que nous on appelle les mutuelles ou l'assurance santé en France. Donc je débarque. Je connais pas la culture nationale. Je connais pas la culture d'entreprise. Et 3, même le métier, c'est quelque chose d'un peu étrange pour moi. Et je m'en rappellerai toujours. Les Américains quand même, il faut l'avouer, n'aiment pas tellement les Français. Ils aiment bien admirer les Français pour leur style, leur cuisine, leur classe, etc. Mais dans le travail, un Américain n'aime pas vraiment un Français. Et assez rapidement, j'ai compris que si je voulais blend in, comme ils disent, c'est-à-dire me mélanger, il fallait que j'essaye de jouer le melting pot américain et donc d'être un peu comme eux, tout en restant quand même un petit peu ce que j'étais et comme moi. Et donc je faisais des efforts vraiment très importants pour essayer d'absorber leur mindset, leur façon de voir, qui était fondamentalement, si je compare ça à une culture d'éducation fonction publique, très très business, très on décide vite, tout est focalisé sur le client, et ce tout est focalisé sur le client est devenu une sorte d'obsession après pour moi dans ma vie professionnelle. Et donc essayer d'absorber au maximum pour pas copier comme un singe, mais voilà, me le réapproprier. Et je pense que, en ayant toujours en tête, il faut pas qu'ils pensent que je suis français, il faut pas qu'ils pensent que je suis française. et je pense qu'un des plus grands compliments, ça semble vraiment bizarre de le dire, mais un des plus grands compliments que m'a donné mon dernier chef, quand au bout de 10 ans, j'ai quitté les US pour partir à Dubaï, il m'a dit, tu sais Isabelle, enfin on fait pas la différence avec lui, tu sais Isabelle, on avait presque oublié que tu étais française. Et ça, je pense que en fait, c'était le compliment suprême de ce qu'il pouvait me faire. Alors, la partie qui est très, très drôle, c'est que je pense j'avais été mindsetisée pour la culture anglo-saxonne, très commercial, business development, etc. Et donc, j'arrive en France, d'abord dans un groupe paritaire, Malakoff Médéric, puis à la MGN, mutuelle de la fonction publique. Choc des cultures, encore. Et donc là, c'était dans l'autre sens. J'étais plus la française qui arrivait aux US, j'étais... L'américaine. Je ne veux pas dire l'américaine, allez, on va caricaturer un peu. L'américaine qui arrivait dans des structures très, très françaises. Je comprends. Et alors là, c'était presque drôle parce que tout ce que j'avais appris de ce que je pensais être un chouette mindset d'esprit business, là, ça, c'était le diable. C'était un peu carton rouge. Et je me rappelle d'un de mes présidents... que j'adore à la MGN, qui, quand il me présentait, il disait « Isabelle, elle est anglais première langue, français deuxième langue ». Pas mal. Ce qui, dans la culture MGN, éducation nationale, enseignement, n'était pas forcément un compliment. Et donc, c'était très, très drôle parce que, pour le coup, j'essayais de me désapprendre de ce que j'avais un peu appris là-bas pour blend in, mais là, dans à l'envers. Ouais. Voilà. Et puis un jour, je me suis dit, what the heck, comme disent les Américains, voilà. Qu'est-ce que j'aime des deux côtés, qu'est-ce que je réconcilie. J'en ai fait mon mismatch à moi, ma façon à moi. Je pense qu'il y a un petit côté quand même à la française et un petit côté quand même à l'américaine. Alors, le côté à la française, c'est quoi? Et le côté à l'américaine, c'est quoi? Je pense le côté à l'américaine, c'est la capacité à parler simplement, à raconter des histoires, à, comme j'ai dit parfois, à monter sur une caisse pour être capable de raconter n'importe quoi à n'importe qui, à pas avoir peur à y aller, à se lancer. À prendre la parole et encore une fois, à être focalisé sur la dimension client. Et je pense la culture à la française, la rigueur, l'organisation,
et la vision d'avenir. Je pense 2 cultures, alors je vais pas dire une un peu plus court terme que l'autre, mais 2 cultures différentes, et puis voilà, j'en ai fait mon mélange, puis ça me va bien. Puis de toute manière, on peut pas être quelqu'un d'autre que ce qu'on est, donc on essaye d'être ce qu'on est, au mieux de ce qu'on est, parce que si on vous recrute pour un job, c'est pas pour ce que vous pourriez être, mais pour ce qu'on est en réalité. Mais bien sûr. Et la Suisse, dans tout ça, tu as des expériences quand tu dis que tu es franco-suisse? Alors la Suisse, pour moi, c'est familial, donc j'ai jamais travaillé en Suisse. Pour moi, c'est familial. Alors là, c'est sans doute encore un peu plus structuré, mais pour moi, c'est l'univers de plus famille et vacances. Donc c'est pas exactement la même chose, mais c'est sûr que dans l'univers de l'assurance, le monde suisse n'est pas tout à fait rien sur la planète. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc si j'essaye de résumer un petit peu ton mindset, beaucoup d'adaptation, beaucoup de rigueur, beaucoup de positivisme et une démarche très business tout en étant humaniste en fait. C'est un peu ça le mindset d'Isabelle, si j'essaye de... Ouais, et je pense que dans une vision un peu rapide, on peut penser que les Américains sont tous des enfants qui racontent des histoires, qui mettent de la couleur partout et qui mettent le positif partout, quand parfois, non, en fait, la vie, elle est pas drôle et elle est pas du tout positive, États-Unis compris. Oui, mais je pense que c'est un mindset, c'est une volonté de regarder la vie sous un angle positif. Donc je pense que sans être bisounours et considérer que tout va bien, se lever le matin en se disant on a de la chance. Moi, c'est une des grandes choses qu'on m'a appris dans mon éducation, c'est de considérer que j'ai de la chance. Quand on part le matin en se levant en se disant j'ai de la chance, la vie est plus facile. Oui, je suis d'accord. Et comment est-ce que tu définirais les différentes... alors j'en viens à la question suivante, sur ta définition de la culture d'entreprise. C'est quoi ta définition de la culture d'entreprise? Et ensuite, j'aimerais que tu nous parles des différentes entreprises que tu as côtoyées, que tu as commencé, et quelles sont les différences et comment elles s'incarnaient? Alors pour moi, la culture d'entreprise, je ne sais pas si c'est une traduction qui a du sens, mais c'est la personnalité de l'entreprise. J'ai finalement fait toute ma carrière dans l'univers de l'assurance, alors évidemment dans des pays différents, sur des types de risques différents, sur des clients différents, mais dans le fondement du fondement, c'est un peu les mêmes technologies, c'est un peu les mêmes offres, c'est un peu les mêmes processus commerciaux, c'est un peu les mêmes dimensions financières. Et pourtant... le même sujet pris à un endroit ou à un autre était une toute autre expérience. Oui. Je prendrais peut-être quelque chose qui est, je ne sais pas si c'est l'incarnation de ce qui doit être le plus important dans une entreprise, c'est sa stratégie. Oui. J'ai été dans des entreprises qui ont fait leur plan stratégique. Alors, pour reprendre une expression aussi d'un autre président de mutuelle, un peu une stratégie de sommet par et pour dirigeants de sommet. Une stratégie faite avec les gens les plus pensants, les plus sachants, les plus experts. D'accord. Parce qu'eux ont la capacité à voir plus loin et donc à amener l'entreprise vers quelque chose d'autre. Donc un plan stratégique fait, on va dire, par une poignée autour d'une table, en y passant beaucoup de temps, en ayant des experts très, très experts. Oui. Ça, c'est une façon. Et puis, j'étais dans des entreprises, ça fait un choc, en fait, quand on vous parle du même mot, plan d'entreprise, plan stratégique, et que c'est pas du tout fait de la même façon. Dans d'autres entreprises où... c'est pas top-down, j'ai une vision globale et je l'applique, mais plutôt, je commence par le terrain. D'accord. Et je commence par le terrain... pas de façon factice. Je vais sur le terrain, je rencontre les gens, je leur demande leurs idées, je les compile, j'ai la rigueur de leur expliquer, d'ailleurs après, ce que j'ai fait de leurs idées. Et donc, au lieu de le faire top-down, je le fais bottom-up. J'identifie tout ce qui va pas, avec sincérité, et je construis un plan pour demain sur la base de l'endroit où on part. Peut-être pas, j'ai envie d'être là-bas uniquement, mais je suis là aujourd'hui, qu'est-ce que réalistement je pense être le bon chemin pour demain. Et donc, c'est la même chose, mais c'est pas du tout la même chose. Mais question bête, évidemment, a priori, il faut aller sur le terrain et c'est plutôt le bottom-up qui va marcher. C'est ça que moi j'ai envie de te répondre. Est-ce que tu vois du bon dans le top avec des dirigeants de très haut niveau qui font leur stratégie dans leur tour de verre et qui voient plus loin, etc., et qui sont déconnectés de la base? J'ai envie de dire que ça, a priori, ça marche pas. Alors, quand on le dit comme ça, on a envie de se dire ça, a priori, ça marche pas. Et puis, quand on le regarde de l'autre côté, on se dit, mais si on s'appuie que sur les idées du terrain,
peut-être qu'on va rater des grandes tendances. Peut-être qu'on va rater quelque chose qui est en train de se passer dans un autre pays, sur une autre population. Et on va continuer sur le chemin sur lequel on est, au lieu de voir que le chemin, il a un peu changé et il vaudrait mieux prendre une autre direction. Donc, à la façon dont je le raconte, on sent que moi, je crois vraiment à l'intelligence collective et donc à aller voir les gens qui savent, parce qu'ils sont au plus près du client, ce qui a du sens. Ceci étant dit, je pense que se nourrir d'expertise, y compris pas forcément que de son secteur, parce qu'il peut se passer des choses qu'on ne voit pas du tout en restant dans son secteur d'activité et qui demain vont complètement percuter son univers. Donc ça pourrait sembler une évidence. Je pense qu'on a besoin de nourrir la perspective bottom-up aussi, de flash, d'éclairage sur des choses que dans la vie de tous les jours on n'a pas forcément vu parce qu'elles se passent ailleurs. Quitte à aller dans d'autres secteurs d'activité, Exactement. dans d'autres pays, dans etc. les télécoms, dans le retail, dans les utilities, dans plein d'autres secteurs. Alors si on parle exemple concret, c'était quoi la culture d'entreprise de ton entreprise aux États-Unis et comment elle s'incarnait ? Alors, j'ai amené un petit signe. Alors, la première entreprise, elle existe toujours. Elle est toujours cotée au Nasdaq. D'accord. Pour laquelle j'ai travaillé, elle s'appelle Cigna. Donc, elle est cotée, elle s'appelle Cigna Corp. Oui, et donc, le premier séminaire que je fais, alors c'était déjà très intéressant, c'était un séminaire de marketing de leadership. Ok. Donc, c'était il y a fort longtemps mon premier job hors fonction publique. D'accord. Et donc, chacun recevait une plaque comme ça et devait la mettre sur son bureau. Alors, ce qui est très très drôle, c'est que des années plus tard, je l'ai toujours sur mon bureau. Et donc, il y a marqué sur cette plaque « Do you know what your customer would say about this ?» Et donc, c'était la première chose qu'il voulait nous encrypter dans le cerveau, c'était que toute décision qu'on prenne, qu'elle soit interne, qu'elle soit alterne, qu'elle soit une grande décision, une petite, qu'elle soit un investissement, qu'elle soit un arbitrage, elle devait se faire sous l'angle du client. Donc, ce que penserait le client de cette décision. Voilà. Et alors ça semble très évident de dire ça, mais prends une décision d'investissement, tu l'analyses financièrement, stratégiquement, on vient de notre sujet tout à l'heure, commercialement. Oui, mais si je fais rentrer un client dans la salle et que je lui demande « Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de se diversifier dans ce champ-là, ou est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de grandir dans ce champ-là ?» Qu'est-ce qu'il en dira ? Alors, sur le sujet d'une acquisition, c'est un peu particulier, mais ça peut être sur un nouveau lancement, sur l'arrivée sur un nouveau pays. Et cette obsession on décide pas, entre guillemets, pour nous-mêmes, mais avec le filtre de ce qu'en penserait le client, c'est une hygiène de vie que j'ai trouvée ensuite ultra fondamentale. Alors ça, c'était dans un contexte, on va dire, très anglo-saxon, très capitaliste. Et ça s'incarne avec une plaque en métal que tu as longtemps après. Voilà. Et alors, en fait, ça, c'était, on va dire, dans le cadre d'une entreprise cotée au Nasdaq, totalement américanisée, etc. Oui. Et puis, dans une toute autre forme, parce qu'avec une dimension, je dirais, politique, d'une autre nature, quand j'ai découvert l'univers de la mutualité, que je ne connaissais pas du tout, donc des mutuelles... Pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas en deux mots, la mutuelle, comment ça marche et le principe. Les mutuelles, alors il y a deux champs, si je concentre sur le premier, la mutualité santé. Donc quand vous dites j'ai une mutuelle, c'est ce qu'utilisent aussi d'autres entreprises, mais c'est une structure qui propose des couvertures individuelles ou collectives d'assurance santé. Oui. Et donc, ce qui est spécifique à cet univers, c'est que c'est une gouvernance mutualiste avec un homme, une voix. Les clients élisent des délégués qui ensuite élisent un conseil d'administration et un bureau. Oui. Donc, comment dire, le client est dans la gouvernance, entre guillemets, mais physiquement dans la gouvernance, donc représenté dans cette gouvernance. Et donc, dans un tout autre contexte, celui d'une mutuelle, j'ai ensuite vécu cette idée on est en conseil d'administration et les membres du conseil d'administration se perçoivent comme représentants de la voix du client, puisqu'ils ont émergé d'un processus électoral et de représentation. Et donc, s'ils disent « mais ça n'a pas de sens, ça n'est pas notre culture d'entreprise, ça n'est pas ce qu'on est », n'a pas notre ADN, une expression qu'on utilise souvent, et à ce moment-là, on fait pas. Et donc, c'est assez drôle que cette idée de mettre le client au centre, dans un contexte, on va dire, à l'américaine, coté au Nasdaq, et dans un contexte mutualiste, gouvernance un homme, une voix, sous des angles différents, c'était un peu la même histoire. Comment on
on réfléchit à ce que le client dirait de ce qu'on est en train de décider. Et ça peut être pour les priorités d'un projet informatique, pour le lancement d'une nouvelle offre, pour une nouvelle organisation, pour plein de choses. Mais donc finalement, là tu compares deux choses, deux types d'entreprises et structures qui n'ont absolument rien à voir et qui finalement vont mettre le client au centre avec une façon de fonctionner qui a rien à voir et qui finalement arrive au même résultat en disant on va mettre le client au centre et que va penser le client à la fois dans une mutuelle ou dans une boîte cotée au Nasdaq aux États-Unis. C'est bien ça. Alors, je pense que la façon dont ils mettent le client au centre n'est pas exactement la même. D'accord. Donc, dans un processus mutualiste, par exemple, le processus d'évolution tarifaire n'est pas tout à fait le même que pour une entreprise qui est cotée au Nasdaq et suivie par des analystes financiers. Mais je trouve que cette volonté, cette ambition, d'un côté pour des raisons très commerciales et très fédération d'énergie, et de l'autre côté peut-être plus politique, est très important. Et donc, ce que je trouve amusant, c'est que ça peut être la même intention, fait différemment quand même, la même intention de mettre le client au centre, avec deux cultures que tu peux difficilement imaginer plus opposées, en fait. D'accord. Et donc, tu as passé combien de temps à la MGEN ? J'ai passé 7 ans. 7 ans, d'abord sur la dimension assurantielle stricte, et ensuite sur la dimension assurantielle et ce qu'on appelle le sanitaire et social, c'est-à-dire les établissements de santé, les centres de soins palliatifs, les centres dentaires, les centres optiques. Donc ça, c'était vraiment intéressant, puisque c'était à la fois la dimension assureur, sécurité sociale de la fonction publique et assurance complémentaire, et la dimension soins. Et ça, c'est pareil, ça semble peut-être un peu extrême, mais aux États-Unis, un grand nombre d'assureurs ont aussi des activités sanitaires. Oui. Une autre entreprise pour laquelle j'ai travaillé, qui s'appelle Aetna, qui est un assureur santé, maintenant appartient à une des plus grandes chaînes de pharmacie aux États-Unis, qui s'appelle CVS. Parce qu'en France, déjà, le concept de la chaîne de pharmacie ne s'applique pas, mais l'idée qu'un assureur soit possédé par une chaîne de pharmacie cotée au Nasdaq, encore plus extrême. Et pourtant, alors encore une fois, avec des logiques politiques, des logiques sanitaires complètement différentes, intéressant de voir que on peut vivre le soin en même temps que le financement de ce soin de façon conjointe. Et là, c'est plus le client, c'est le patient. Je pense que c'est intéressant aussi, comme un autre filtre, le client peut être ou pas patient. Et donc, s'il est patient, il a d'autres attentes de son assureur. Mais patient malade. Patient, pas patient au sens impatient, mais patient au sens atteint d'une pathologie. Bien sûr. Et donc, tu pars de la MGEN au bout de 7 ans. On va peut-être comparer maintenant la culture de la MGEN et de AG2R La Mondiale. Choc de culture, quand tu quittes la MGEN pour AG2R La Mondiale, deux entités qui n'ont rien à voir ou quelques similitudes. Alors en fait, un contexte, je dirais, économie sociale et solidaire avec des proximités, mais d'un côté de l'assurance, à l'époque, maintenant c'est en train de changer avec la réforme de la protection sociale des fonctionnaires, mais de l'assurance individuelle, donc vendue individuellement, qui associe la sécurité sociale fonctionnaire avec l'assurance complémentaire et qui connecte la couverture santé et la couverture prévoyance en cas d'arrêt de travail. Donc un contexte avec, encore une fois, une culture politique forte, un sanitaire et social, un sanitaire et social connecté et un affinitaire, pour reprendre un terme très français, un affinitaire, fonction publique et éducation nationale très fort. AG2R La Mondiale, contexte différent parce que santé, prévoyance, mais aussi épargne retraite, ce qui n'était pas une activité qu'avait la MGEN. Et dans un contexte de gouvernance, l'un était une gouvernance mutualiste, un homme, une voix, avec des élections, et le fonctionnement paritaire avec la représentation par la représentation du patronat et des organisations syndicales, et donc un autre type d'économie sociale et solidaire, si je peux dire ça comme ça, avec un autre type de gouvernance. Donc c'était, sur la partie santé-prévoyance, c'était assez similaire, d'un côté des contrats plutôt collectifs et de l'autre côté des contrats plutôt individuels, mais les gens sont malades pour les mêmes raisons, qu'ils soient fonctionnaires de l'éducation nationale ou qu'ils soient boulangers ou salariés d'une grande entreprise française. Donc c'était à la fois pareil et à la fois pas exactement pareil, parce que les gouvernances n'étaient pas les mêmes, les priorités n'étaient pas les mêmes, et
pour moi, dans le mindset, une des choses qui forge le mindset, cette idée de l'affinitaire, c'est le type de client. Oui, on ressemble à ses clients à un moment. Ouais, on finit, en fait, c'est un peu comme quand on finit par s'habiller pareil dans une famille. En fait, on finit par ressembler à son client, et donc à penser comme lui, à parler comme lui, utiliser le même vocabulaire, etc. Donc, c'était à la fois extrêmement similaire, et avec je sais pas si je vais dire des couleurs différentes. Oui. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est si on a vu quelque chose qui marche, si ça marche pas, c'est pas la peine. Oui. Mais si ça marche, et si on pense que c'est transférable, c'est intéressant. Moi, il y a des choses que j'ai vues exister aux États-Unis, et notamment autour de l'accompagnement des pathologies chroniques. C'est une activité très très courante aux États-Unis. En France, ça n'existait pas du tout. Avant que la CNAM, la sécurité sociale, se mette un peu sur ce champ-là, oui. Dans le cadre de la MGEN, on a développé des offres autour des pathologies chroniques et notamment cardiovasculaires. On pourrait se dire, mais comment on peut prendre un truc qui existe aux États-Unis et vouloir le mettre dans une mutuelle de fonctionnaires ? Non, en fait, il y avait une idée, il fallait la traduire. Moi, je crois beaucoup que le mindset, c'est la capacité à traduire. Alors, pas juste à traduire du français à l'anglais ou de l'espagnol à l'allemand, mais c'est la capacité à prendre un concept sur les fondamentaux qu'il a, et à le réincarner pour une autre culture d'entreprise. Oui, dans un contexte qui va être différent. Et j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de faire partie de ce genre d'aventure. On prend une idée qui existe quelque part, qui n'a rien à voir, et on essaie de le traduire dans une autre culture d'entreprise et culture nationale. Et ça, je trouve que c'est particulièrement riche, et on se dit qu'on a appris de quelque chose qu'on arrive peut-être à apporter dans son propre pays. Oui. Voilà, tous ces programmes d'accompagnement des pathologies chroniques qui maintenant sont quand même pas mal développés autour de la santé, du wellness. Oui. À l'époque, ça n'existait pas du tout. Bien sûr. Et pour finir sur le chapitre AG2R La Mondiale, est-ce qu'il y avait des valeurs estampillées sur les murs et est-ce que c'était vrai, ces valeurs-là ? Est-ce qu'elles s'incarnaient au quotidien et si oui, comment ? En fait, ce qui était intéressant, mais presque, sauf peut-être à la MGN, mais dans beaucoup d'entreprises où j'ai été, qui ont été le fruit de rapprochements, oui. J'ai vécu cette complexité à créer un mindset de plusieurs mindsets. Ouais. On n'en a pas parlé, mais ma première expérience en France, c'était Malakoff et Médéric. Oui. Et il fallait de un mindset Malakoff à un mindset Médéric, créer un mindset Malakoff-Médéric. Et puis maintenant, c'est encore plus grand avec d'autres rapprochements. Et donc, AG2R La Mondiale, c'est AG2R et La Mondiale. Oui. Et donc, au-delà de mindsets différents, c'est aussi sur des offres différentes. Donc, c'est ce pari du client de dire le client, il a autant besoin d'être couvert pour sa santé que pour son arrêt de travail, que pour son épargne, que pour sa retraite. Et donc, s'il peut trouver toute son assurance pour sa personne au même endroit, c'est quand même plus simple. Oui. Donc ça, c'est c'est un mantra qui est totalement logique. Oui. Et ensuite, quand on est né de sources différentes, qu'on a, la Mondiale, c'était Lille, AG2R, c'était plutôt Paris. Oui. Quand on a des histoires, des rites et légendes, des figures emblématiques qui sont un peu différentes, c'est comment on prend tout ça, on met dans un shaker et on essaye d'en construire un troisième produit, en fait. Oui. Et donc, chez Malakoff, le pari de cette fusion de deux mindsets en un troisième, oui. C'était autour de l'innovation, autour du développement de services. Et je pense que ça a été utile après, y compris dans le dernier des rapprochements avec Humanis. Et chez AG2R La Mondiale, c'était vraiment ça. Je pense qu'il y a encore, au-delà d'avoir rapproché deux entreprises, au-delà d'avoir des mêmes systèmes d'information, oui. Au-delà d'avoir une seule interaction client, c'est comment on a un truc spécifique, en fait, qui transcende ce que chacun apporte, en fait. Comment 1 + 1 fait vraiment plus 3 que 2. Et c'est amusant parce que à chaque fois que j'ai vécu a posteriori, parce que c'était souvent a posteriori, un rapprochement d'entreprise, oui. J'ai vécu ça, de me dire le rêve, c'est un mindset qui part de rien. Oui. Et en fait, un mindset, ça part jamais de rien. Non, il y a toujours... Ça part de sources, de roots, quoi, comme disent les Américains. Exactement. Et donc, la force, c'est les dirigeants qui arrivent à transcender deux mindsets pour en créer un troisième qui peut être ni l'un ni l'autre, parce que sinon ça crée oui, sinon il y en a un qui est mangé par l'autre. Il faut avoir une sorte peut-être de fulgurance de ça c'est ça qui va nous amener au-delà. Oui. Et je pense que c'est ça qui est le plus compliqué dans une trajectoire d'entreprise. C'est pas tant de se rapprocher que de faire famille. Que de faire corps et
Oui, de créer un troisième mindset ou une troisième culture. Et donc, et tout cela nous conduit à Alliance. Donc, depuis un an, tu disais un peu plus d'un an. Ouais, un peu plus d'un an. Ton rapport d'étonnement, comme on dit dans le jargon, ça a été quoi comment tu as vécu tes premières semaines et comment tu as senti cette nouvelle culture d'entreprise et les mindsets des dirigeants par rapport aux autres entreprises? J'avais travaillé pour des entreprises 100% françaises, voire 300% françaises, pour des entreprises 100% américaines ayant des activités en Europe ou en Asie d'ailleurs, pour avoir travaillé dans ces contextes-là. Et là, évidemment, c'est un contexte un peu différent où l'entreprise est basée à Munich et on est au nom d'Alliance France, une operating entity, une filiale du groupe. Donc ça, c'est très différent. Selon donc filiale déjà. Voilà, donc c'est vraiment un contexte différent. Alors évidemment aussi un contexte de culture différent, parce qu'un Américain, de ce que je décrivais, le côté un peu pas childish, pas enfantin, mais j'y vais, je construis mon jeu de quilles. Voilà, et avec une structuration beaucoup plus, je dirais, ingénieur du côté allemand. Donc ça, c'est vraiment une différence. Moi, ce que je trouve ressourçant, en fait. Je pense que j'attendais ça. Alors, c'est pas comme retourner aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, j'avais pas la même perspective globale. C'est d'être dans une entreprise qui vraiment a des implantations partout et qui, donc, au-delà du rôle qu'on peut avoir d'un point de vue pays, donne l'opportunité, au-delà de rencontrer, de travailler avec d'autres équivalents qui sont turcs, grecs, anglais, allemands, espagnols. Et ça permet de voir dans un autre aspect que les mindsets, y compris dans une même culture d'entreprise, les mindsets sont pas exactement les mêmes. Bien sûr. Parce que voilà, l'assurance vie en Turquie, c'est pas vécu de la même façon que l'assurance vie en France. Parce que l'assurance santé en France, c'est pas exactement vécu pareil que l'assurance santé en Allemagne. Et ça, c'est fascinant. Mais tu devances un peu ma question. C'est quoi comment tu expliquerais la culture d'Alliance au niveau global? Et ensuite, comment est-ce que la culture d'Alliance en France, de la filiale, se distingue de la culture groupe? Ouais, je pense que c'est vraiment la chose la plus fondamentale, et y compris si je compare avec les autres entreprises où j'ai été, c'est la solidité financière. D'accord. Et le pari sur demain et le pari sur l'avenir, en prenant les bonnes décisions aujourd'hui pour que le monde soit toujours assurable demain. Parce que c'est facile de sacrifier aujourd'hui, de sacrifier demain pour aujourd'hui et de dire on verra bien ce qui peut arriver dans notre secteur, versus une discipline. On est là aujourd'hui, on est là demain, on sera là après demain pour les gens qu'on couvre. Et ça, je pense que c'est super fort. Je pense que c'est un élément clé de notre mindset. Je pense que toutes les autres entreprises du marché français ou même de l'assurance en général n'ont pas nécessairement cette volonté d'être pérenne, en fait. Donc, hyper responsabilité pour rester pérenne demain et après-demain. Mais en fait, on voit que, et c'est un peu dramatique, on voit que, pas encore en France, mais dans d'autres pays, il y a des champs entiers, des domaines entiers qui ne sont plus assurables. Ce qui s'est passé en Californie avec les incendies, il y avait des gens dont les maisons n'étaient pas couvertes. En Californie, il y a des endroits, moi j'ai des anciens collaborateurs qui vivent là-bas, leur maison n'est pas assurée. Parce que plus personne ne veut être présent pour les assurer. Et je pense que c'est ce sujet de la responsabilité. Il y a le sujet de la responsabilité sociétale et environnementale. Comment on fait bien notre travail pour protéger demain. Et il y a aussi comment on fait bien notre travail pour que on n'invalide pas l'avenir. Ça peut être facile de faire des tarifs très bas pour aujourd'hui pour que les gens soient contents, mais demain quand il restera plus d'argent, le dernier éteindra la lumière en partant. Donc je pense que ça, c'est vraiment quelque chose de fort que j'avais pas du tout vécu dans l'univers de l'assurance de personnes et qui est encore plus vrai dans l'univers de l'assurance de biens et de responsabilité. C'est cette responsabilité à la responsabilité. Et ne pas être entre guillemets là ni par hasard ni pour pas longtemps. Donc ça, c'est une partie je pense fondamentale du mindset. Et
Et ensuite, il y a comment on le fait, entre guillemets, à la française, comment on fait cette partie-là, dans un contexte réglementaire avec, par exemple, les régimes CatNat, qui n'est pas le même que dans d'autres pays. Donc ça, c'est un aspect réglementaire, mais aussi dans la communication, dans les messages de prévention qu'on veut envoyer, dans les actions de prévention pour que chacun se sente accountable, responsable. De ses biens et de sa personne. Et donc, je pense qu'il y a une sorte de sous-jacent et ensuite chacun le décline avec son contexte réglementaire, avec son type de client, parce qu'on n'a pas tous les mêmes offres et tous les mêmes clients. Mais ce qui est important, c'est qu'on soit tous fédérés par cette idée qu'on est fort aujourd'hui et qu'on a l'ambition que le monde soit toujours assurable demain. Je comprends. Donc un vrai sens de la responsabilité et puis d'anticipation hyper forte, presque comme un réassureur en fait, non ? Et de courage en fait. Surtout, je pense que c'est avoir le courage de prendre des décisions aujourd'hui pour que effectivement, voilà, si sur un territoire le risque est important, il faut avoir le courage de le dire et de le tarifer de cette façon-là. Je comprends. Et je pense que c'est aussi une question de mindset que d'avoir du courage. Alors justement, si on rentre maintenant un peu plus dans ton scope ou dans ton domaine aujourd'hui de compétences et dans ton terrain de jeu, aujourd'hui tu as combien de collaborateurs sous ta responsabilité, parce que tu es quand même multicasquette, et quels sont tes enjeux aujourd'hui et comment tu profites de ton expérience internationale et de ton mindset pour réussir à faire travailler tout ce petit monde-là de manière harmonieuse et puis avec succès ? Alors, c'est plus de 300 collaborateurs qui sont sur ces champs-là, qui sont très transverses. D'accord. Donc, la communication, la stratégie, la data, le marketing. Donc, au service de toutes les activités, la protection des personnes et la protection des biens. Et je dirais une des spécificités par rapport à d'autres expériences que j'ai eues, des gens beaucoup plus jeunes, avec beaucoup de collaborateurs très seniors et beaucoup de très très jeunes, beaucoup d'alternants, donc beaucoup d'énergie. Sympa. Alors, peut-être assez spécifique sur le type de solutions sur lesquelles on travaille, mais intéressant à avoir en tête. Et souvent des gens aussi qui ont eu des parcours dans l'entreprise, donc qui ont vécu, qui ont été à la direction technique, à la souscription, à la distribution, à la finance. Et ça, je pense que ça fait une richesse. Donc des parcours internes qui sont pas du tout linéaires. D'accord. Un intergénérationnel avec des gens super expérimentés et des gens très jeunes et plein d'énergie. Et je dirais, je pense que c'est pas que spécifique à mon secteur dans l'entreprise, c'est sans doute spécifique à Allianz, avec beaucoup de perspective matheuse et financière. Vraiment une très forte expertise là-dessus, plus forte que dans toutes les autres structures, qu'elles soient américaines ou françaises dans lesquelles j'ai vécu. D'accord. Et comment tu vis aujourd'hui ? On parle beaucoup du retour au bureau et de la fin du télétravail. Les GAFA, n'y sont pas allés avec la petite cuillère sur le retour au bureau. Comment vous étiez juste après le Covid et quelles sont les directives aujourd'hui ? Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? Nous, en fait, alors moi, c'était avant moi, donc je ne sais pas tellement comment c'était avant, mais je trouve que dans ce mode de télétravail tel qu'on l'avait structuré post-Covid, ça fonctionne ultra bien. Alors, c'est sans doute un peu spécifique au fait que sur certains projets, on est avec des participants qui sont dans d'autres pays. D'accord. Donc ça joue forcément. Qu'ils soient à Munich ou qu'ils soient à Madrid, ils sont connectés. On fait, pour le coup, ça serait pas très responsable de faire autrement, beaucoup de visio versus être sur un même site. Ça nous arrive aussi dans l'année, mais on est plutôt en visio. Donc peut-être que cette culture de projet transverse à dimension globale fait que, que tu sois au bureau, dans la customer room, que tu sois sur le floor ou que tu sois chez toi, en fait, je dirais on s'en rend pas compte. Et peut-être aussi parce qu'on a un matériel technologique qui est vraiment de qualité. Adapté. On a, je reprends l'exemple pour mes équipes, on a une grande customer room avec un gigantesque écran. Moi, j'oublie, quand on est tous connectés et tous dans cette salle-là, j'oublie en fait qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas à côté de moi. Ah oui, à ce point-là. D'accord. Et aujourd'hui, il y a combien de
à la louche, hein, mais il y a des jours de télétravail maximum par mois, par an ou par semaine. Non, en fait, par semaine, selon le filtre avec deux jours par semaine, mais qui s'organise de façon très, très fluide. Sincèrement, on est sur un bâtiment où tout est en flex office. Ouais. Et j'entends jamais ce que j'ai pu vivre dans ma vie d'avant. Il n'y a pas de place, il y a trop de place. D'accord. Je sais pas, c'est pas un sujet. D'accord, donc il n'y a pas de bureau attitré comme tu pouvais avoir dans certaines organisations au préalable. C'est flex office, Alors, il y a beaucoup de salles spécifiques. Donc, par exemple, cette customer room avec ce très grand écran. Il y a une salle pour faire des focus group avec une vie de santin. Il y a beaucoup de salles de réunion. Il y a plusieurs il y a 2 grands amphis sur la seule dalle de la Défense. Donc, c'est aussi des formats un peu différents quand on se retrouve tous ensemble. D'accord. Et la question qui va un peu avec, parce qu'on a beaucoup parlé de santé mentale, alors pour les ados pendant le Covid et ensuite pour les cadres supérieurs ou les cadres et même les collaborateurs, quel que soit leur niveau dans la hiérarchie. Comment aujourd'hui tu sens tes collaborateurs ? Est-ce que les gens vont bien ? Est-ce qu'ils sont angoissés avec la situation géopolitique, les guerres, ce qui se passe aux États-Unis, etc. Et toi, en tant que dirigeante, quel message tu leur envoies ou comment tu les accompagnes là-dessus ? Alors, je dirais que par rapport aussi à d'autres entreprises où j'ai été, la volonté de ressentir ce que ressentent les collaborateurs est décuplée. Donc, on a chaque année une enquête auprès de nos salariés avec des indicateurs qui est fait au niveau mondial, sur lequel on a des comparaisons interpays, des comparaisons à l'intérieur du pays. Donc, ça fait partie de nos objectifs en tant que senior management. Donc, c'est une partie hyper importante et qui est suivie de très près avec des plans d'action. C'est vraiment tout animé, toute une logique. Et on est hyper fiers cette année. Pour la première fois, on est Great Place to Work. Donc, on s'est inscrit dans ce processus. On est dans les grandes entreprises qui font partie de Great Place to Work, le seul assureur qui est présent. D'accord, bravo. Et donc, je pense que ça fait partie à la fois d'une volonté du leadership, jusqu'au plus haut niveau de notre CEO, de notre directeur général. Et chaque membre qui en est responsable, on fait des plénières avec nos équipes. On est ultra attentif à ce sujet-là. Et tout à l'heure, je disais que dans mes propres équipes, il y avait beaucoup de jeunes. D'accord. C'est un sujet sur lequel on est particulièrement attentif. Le risque de fragilité, d'isolement des plus jeunes. On l'avait beaucoup vécu dans le Covid où, à la maison, ils pouvaient être dans des situations où ils étaient vraiment mal. Aujourd'hui, ils ont retrouvé un autre type de collectif. Donc, pour nous, la santé mentale, dans nos thèmes RH, c'est un des grands thèmes de l'année. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous, on le vit en tant que... C'est notre métier. Oui. Et en même temps, c'est nos collaborateurs. Donc, entre guillemets, comme disent les Américains, eat your own dog food. Oui. Donc, pratique ce que tu recommandes à tes clients pour tes propres collaborateurs. Donc, c'est un sujet très important. Et alors, je peux pas donner des détails, mais dans les semaines qui viennent, on va lancer un programme chez Allianz avec une grande campagne de communication autour d'enjeux liés à la santé mentale. Je pense que ça t'intéressera. D'accord, je serais curieux On the lookout. de voir ça. Merci beaucoup. Et comment tu vois une petite question géopolitique, toi qui as habité 10 ans aux États-Unis, est-ce que le mindset de Donald Trump aujourd'hui est représentatif, on sait que non, mais de la culture américaine? Qu'est-ce qui est en train de se passer aux États-Unis, selon toi, justement, avec, si on regarde ça par rapport au prisme mindset d'un J.D. Vance ou d'un Trump, ou culturel de nos alliés qui nous disent qu'ils ne sont plus nos alliés aujourd'hui? Il y a un changement de mindset ou de culture terrible, on renverse la table. Qu'est-ce qui s'est passé, selon toi ? Je sais pas, mais je trouve ça... quand on a vécu là-bas pendant 10 ans, quand on a 3 enfants qui sont américains, qui sont nés là-bas, il y en a 2 des 3 qui commencent à voter en France et là-bas, c'est mind-boggling, comme disent les Américains. Et je dois dire que avant même les élections, à ma très grande surprise, il y avait des soutiens du président qui étaient...
des femmes, des minorités, des gens dont je ne pouvais pas croire qu'en fait, il n'ait pas peur de ces tendances-là. Et donc, je ne sais pas l'expliquer. J'arrive même pas à l'expliquer à mes propres enfants qui sont américains en tant que tels. Oui. C'est... il y a un effet de sidération. Est-ce que cet effet de sidération qu'on vit actuellement dans tous les champs de l'économie, du politique, du culturel, de l'éducatif, ce qui est en train de se passer dans les universités américaines, est-ce que c'est un effet de sidération et que ça s'améliorera progressivement? Je sais pas, j'arrive pas à l'expliquer. Donc, c'est un vaste sujet en tout cas dont on pourrait parler longtemps. Et est-ce que je vois un petit peu l'heure qui tourne. Peut-être un dernier sujet que tu as envie d'évoquer autour de ces sujets de culture et de mindset, que ce soit dans l'assurance ou dans les mutuelles ou ailleurs. Tu me disais, est-ce que tu as des nuggets ou des tidbits, comme on dit, d'infos ou des tout petits conseils? Alors, peut-être que ça vous semblera justement très à l'américaine, mais dans la culture managériale américaine, on adore les fables et on adore les livres pour enfants. D'accord. Donc, je pense que c'est une des choses qui m'a été, injectée quand j'étais là-bas. Et donc, même si parfois ça fait rire les managers français, moi, j'adore lancer des réunions managériales avec des fables. Donc, il y en a une qui est sans doute la plus connue en France, qui est Who Moved My Cheese, donc avec des petites souris dans un labyrinthe, dont une qui va rester jusqu'à mourir parce qu'elle n'est pas capable de risquer l'aventure d'aller chercher du fromage ailleurs. Et comment tu appelles ce livre? Who Moved My Cheese. Ok, Who Moved My Cheese. C'est Spencer Johnson. Who et alors, My Cheese. Il a écrit un deuxième livre qui s'appelle... Redis-nous le pitch plus doucement. Donc, il y a une souris qui n'est pas... En fait, il y a deux souris dans un labyrinthe. Elles sont en train de manger un morceau de fromage. Et puis, il y a de moins en moins de fromage. Il y en a une qui dit qu'elle va attendre de mourir là. Enfin, il y aura bien du fromage qui reviendra, ce qui n'est pas le cas. Il y en a une autre qui dit qu'elle va partir in the maze, dans l'aventure, dans le labyrinthe, pour essayer de trouver autre chose. D'accord. Deux mindsets, là. Voilà, deux mindsets complètement différents, vraiment très amusants. Et ensuite, il y a un deuxième livre qu'il a écrit qui s'appelle Out of the Maze, qui explique de la petite souris qui est partie, qu'est-ce qu'elle a vécu, et est-ce que, je dis pas comment, mais comment elle est sortie du labyrinthe. D'accord. Donc, ça, c'est sans doute un des plus connus, avec l'idée de ne jamais considérer que, surtout pour un Français, quand on a un bon bout de fromage, on n'a pas à se préoccuper de demain. Il y en a un autre que j'aime beaucoup qui s'appelle... en français, le courage de l'alpiniste. D'accord. Donc, avec l'histoire d'un alpiniste qui, quand il est dans la vallée, ne rêve que du sommet et quand il est au sommet, oublie qu'il est venu de la vallée et que peut-être un jour il se retrouvera dans la vallée. Oui. Donc c'est très orienté autour de l'alpinisme et des creux et des vallées. Spikes and Valleys en anglais. Donc ça, c'en est un autre. Il y en a un autre qui dit « Our ice is melting ». C'est des petits pingouins sur la banquise. Sur la banquise, et il y en a un jour qui plonge et voit que la glace devient plus fine en dessous, et donc remonte et dit on a un problème, la glace va casser, elle devient de plus en plus fine. D'accord. Et donc c'est le whistleblowing, c'est la réaction du collectif sur cette mauvaise nouvelle et la façon dont le collectif réagit de façon négative sur ça. Donc j'adore toutes ces petites fables, et je trouve que ça a une façon... C'est assez facile de l'illustrer. Chacun se l'approprie à sa façon. On peut le lire 300 fois. À chaque fois, on projette autre chose. Et il y a une autre chose, alors peut-être encore plus amusante. C'est aux États-Unis, il y a des livres pour enfants qui ne sont pas des livres pour enfants, en fait. Qu'on peut lire comme un livre pour enfants, et notamment les livres du Dr Seuss, ou qu'on peut entre guillemets, se réapproprier. Donc, de lui, par exemple, il y en a deux que j'adore utiliser dans des discussions managériales. Le premier, c'est quelque chose que généralement aux États-Unis, on offre à un jeune qui graduate, qui diplôme de lycée. C'est All the Places You'll Go. Donc, il y a toujours des dessins un peu psychédéliques. Et c'est OK, tu vas dans la cour des grands maintenant, et la vie n'est pas facile, et voilà ce que tu vas vivre. Et donc, ça peut être lu comme un petit truc rigolo, un livre pour enfants. Mais en fait, il y a un message un peu sombre d'ailleurs derrière. Et le message ?
tu n'es pas au bout du chemin, tu es plutôt au début, et tout ce que tu as appris avant te rendra plus fort pour faire face à ce qui t'attend. D'accord. Et après, il y en a un autre, alors pour les gens qui sont des marketeurs, c'est très amusant, qui s'appelle Green Eggs and Ham, donc les œufs verts et le jambon. D'accord. Et donc ça c'est quand on n'a pas travaillé dans le commercial aux États-Unis, peut-être qu'on trouve ça vraiment ubuesque, mais c'est comment un commercial américain, donc, dans un livre pour enfants, est capable de te convaincre que manger des œufs verts avec du jambon est une bonne idée. Et donc le côté réitération, etc. D'accord. Donc c'est en 20 pages. Que tu lis à un enfant de 5 ans pour qu'il s'endorme, et lui ça le fait beaucoup rire, mais en fait si tu y réfléchis, c'est un message de comment en lâchant rien tu peux vendre à peu près n'importe quoi à n'importe qui. Excellent. Donc on peut voir le management de façon très intellectuelle, théorique, structurée, avec des archétypes, ou alors on peut le prendre vraiment sous l'angle fable, parabole, ou même livre pour enfants. Moi, je trouve que c'est toujours une façon aussi de raconter la même histoire, mais de l'appliquer différemment à chaque fois. Oui, et puis avec un impact beaucoup plus fort sur les gens qui t'écoutent toujours. Et qui s'en rappellent. Tu pourras, on fera un petit show de questions-réponses après le podcast ou sur la page Mindset, le média LinkedIn. Les gens pourront poser des questions et tu pourras aussi peut-être mettre les livres. Avec plaisir. Parce que là, tu as parlé d'un paquet de livres et on va pas tous les retenir. Hyper intéressant. Donc, tu disais que tu as 3 enfants. Quel conseil aujourd'hui dans ce monde VUCA turbulent tu donnerais à tes enfants pour bien démarrer leur carrière? Alors, je crois que c'est presque eux qui m'ont donné ce conseil-là. Ils m'ont dit, tu as oublié d'apprendre. C'est-à-dire qu'une fois que tu es rentré dans un chemin de carrière, tu avances, mais c'est très très rare que d'abord tu considères que ça mérite ton temps que de t'arrêter pour apprendre quelque chose de nouveau et de faire un effort. Et donc tout particulièrement parce que ils sont fascinés et je suis fascinée par la vitesse à laquelle le monde est en train de changer autour de tout ce qui est l'intelligence artificielle, generative AI, etc. On peut pratiquer l'intelligence artificielle comme un utilisateur et c'est déjà très enrichissant, et puis on peut vouloir le comprendre. Et je pense que c'est eux qui m'ont dit il faut pas que tu considères que c'est pas un sujet pour toi, il faut que tu y travailles, et ce qui m'a amené à faire le job que je fais aujourd'hui. Et donc je dirais la première chose, c'est ne considère pas que tu n'as plus à apprendre quand tu arrives à un certain niveau dans ta carrière. Il faut toujours apprendre. Et ensuite, alors ça, c'est sans doute une sorte de reconnaissance pour quelque chose que j'ai reçu et dont je considère que je le dois. Aux États-Unis, c'est très courant. En France, ça se développe, mais les dispositifs de mentorat. Oui. J'ai eu la chance, toute petite dans ma carrière, d'être mentorée par des hommes et par des femmes, de cultures d'ailleurs, et de mindset différents. Et l'un d'entre eux m'avait dit, parce que je me confondais en remerciements des règles ou des tips qu'il m'apprenait, et il me disait non, en fait, ce que je te donne, tu le dois. Et donc je t'aide, mais tu ne me le dois pas à moi qui l'ai fait pour toi, tu le dois à quelqu'un d'autre. C'est une sorte de chaîne. Et donc j'ai après à ma petite échelle essayé d'abord de le faire moi-même, de donner ce que j'avais reçu à d'autres, et de demander à chaque fois que je mentore quelqu'un, j'essaye de mentorer quelqu'un, une personne par an, c'est déjà beaucoup pour moi, de lui dire ce que j'essaye de te confier, tu le fais à ta façon, mais tu le dois à quelqu'un d'autre un jour si tu en as l'occasion. Et je pense que d'ailleurs le mentorat, c'est j'espère utile pour la personne qu'on mentore, mais c'est super utile aussi pour la personne qui mentore, parce que ça la fait réfléchir à des choses qui sont peut-être des évidences. Donc je leur dirais c'est pas parce que tu as fini l'école qu'il faut arrêter d'apprendre, apprendre, exactement. Et c'est pas parce que c'est pas parce que tu as fini l'école qu'il faut pas chercher des gens qui vont t'inspirer et qui vont t'apprendre autrement, et donc des mentors. Merci beaucoup Isabelle. C'était un plaisir, et merci à toi Tim, parce que je pense que le mindset en France, c'est beaucoup toi. Il y a du boulot encore, merci beaucoup.
Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur toutes les bonnes plateformes. À bientôt.